Marc-Antoine de Saint-André-les-Vergers. Jeune sapeur-pompier Frédéric de Saint-André-les-Vergers. Michel Huette, naturaliste. Nous allons partir en forêt pour en parler. Mais nous parlerons aussi des incendies de forêt. Et pour l'occasion, je ne suis pas dans le Midi, mais en Champagne, dans l'Aube, tout près de Troyes. Parce que des forêts, il y en a aussi dans le nord de la France, et elles sont parfois, malheureusement, ravagées par les flammes. Et comme des forêts incendiées, il y en a dans le monde entier, eh bien dans cette émission, nous voyagerons beaucoup. Demi-tour, gauche. Marc-Antoine et Frédéric, vous n'êtes pas seulement, en ce moment, sur un chemin forestier, vous êtes aussi sur un chemin de vie. Puisqu'à 11 ans et 12 ans, vous avez déjà choisi de protéger des gens et de protéger aussi la nature, et entre autres la forêt. Alors c'est quoi la forêt pour vous? Elle est constituée d'êtres vivants. Ouais, D'animaux, d'insectes ou de plantes. ouais. La forêt est un milieu vivant, complexe. C'est un écosystème. Et depuis toujours, les hommes font attention à la forêt. Tout simplement parce qu'ils savent que cette forêt leur est indispensable. Ils savent que dans la forêt, il y a du bois pour se chauffer, pour construire des maisons, pour construire des bateaux. Mais leur connaissance était empirique. C'était un petit peu n'importe quoi quand même. Aujourd'hui, la connaissance, elle est scientifique forcément. On sait plein de choses aujourd'hui. Et plus on en sait sur la forêt, et plus on sait qu'elle est fragile, et que pour exister, elle doit justement rassembler tout un tas de formes de vie différentes. Oui, mais tout ça, c'est bien joli. Mais où est la vie ici? On me dit, t'exagères, la vie, elle est autour de nous. Il y a des arbres, il y a des plantes, puis on l'entend, la vie. Puis on la sent, la vie aussi. On pourrait même la goûter, on pourrait goûter un gland. Hein. Donc, elle est là, elle est vraiment présente. Mais le principal de la vie en forêt, elle se trouve sous nos pieds dans le sol. Ça veut dire que là, il y a des milliards de petites bestioles, des bactéries, des champignons, qui travaillent sans arrêt et qui fabriquent la terre en quelque sorte. Alors, là, les feuilles commencent à pleuvoir, c'est l'automne, et ces feuilles, elles sont aussitôt dévorées par ces petites bestioles. Ce sont les bestioles qui fabriquent l'humus. Tu as raison, ce sont ces bestioles qui fabriquent en quelque sorte l'humus. Mais plus il y a d'humus dans une forêt, moins il y a de bestioles. Parce que s'il y a de l'humus, c'est parce que les feuilles s'accumulent d'année en année. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de bestioles pour les réduire, pour les décomposer. Et ici, par exemple, vous voyez, on va s'asseoir ou s'accroupir. Regardez, je balaye très rapidement la couche de feuilles de cette année. Qu'est-ce qui reste dessous? Pas grand-chose. Hein. Probablement, simplement, une fine couche de feuilles déjà quasiment réduite de l'année dernière. Alors, on va le vérifier. Allez, hop. Comme une barre de pudding. Et on va regarder ça de très près. Regardez, vous voyez? Il n'y a quasiment pas d'humus. On arrive directement donc à la terre. Ça veut dire que les décomposeurs ont bien fait leur travail. Ça veut dire que la forêt fonctionne bien. Il y a plein de décomposeurs dans le sol. Allez, on va bouger un peu par là. Qu'est-ce qu'il est beau! Ça, c'est un chêne. Oui, mais tu sais, ce chêne, c'est le plus vieux de la forêt. Quel âge il a à peu près? 4 siècles. Environ 4 siècles. Et il mesure au moins 30 mètres de haut. Oui, mais Michel, c'est quoi un arbre? Alors un arbre, c'est quoi? C'est ça un arbre. Un arbre, c'est une plante. C'est une plante qui s'est élevée, qui s'est dressée au-dessus des autres. Et elle peut le faire tout simplement parce qu'elle est solide. Ses tissus sont imprégnés de cellulose et de lignite. Et si elle se place au-dessus des autres, c'est pour leur prendre la lumière, c'est pour faire sa photosynthèse. Est-ce que ça vous convient comme définition? Oui. Oui, j'en ai une autre encore.
Imaginez un petit peu, il y a 420 millions d'années, il y a des algues, et puis déjà sur la Terre, des petites plantes apparaissent. Il y en a une qui est grande comme ça, qui se dresse, hein, comme ça, tout droit, comme un jonc, en quelque sorte. Et puis à l'extrémité de cette petite plante, il y a une fourche, déjà de petites branches en quelque sorte. Eh bien cette plante a déjà réussi à aspirer l'eau du sol. Elle possède des vaisseaux à l'intérieur desquels circule la sève. Et c'est la première plante à bois. Elle porte un drôle de nom, Cooksonia. Michel, il y avait déjà une forêt à cette époque? Alors oui, il y avait déjà une forêt, mais on va en parler un peu plus loin, on va s'asseoir un petit peu. Vous voyez par exemple cette petite plante dont je viens de parler, la Cooksonia, qui était grande comme ça, eh bien elle formait déjà des tapis, hein, des petites brosses, et ça on peut dire que ça correspond à la base d'une forêt. Alors il a fallu encore bien sûr des millions et des millions d'années pour que la forêt ressemble à celle que nous avons autour de nous aujourd'hui. Mais il y a quand même des forêts très anciennes sur la planète. Et j'ai eu la chance d'en visiter une. Alors pour ça, il faut prendre l'avion, il faut aller jusqu'en Malaisie. Cette forêt se trouve au nord de la capitale, Kuala Lumpur, contre la frontière de Thaïlande. Là-bas, il n'y a pas d'automne, pas d'hiver, pas de printemps, pas d'été. Seulement une saison où il pleut beaucoup et une saison où il pleut un peu moins. C'est une forêt chaude et humide toute l'année. Elle est immense, elle est vivante, elle grouille vraiment de vie. Certains arbres sont géants, ils dépassent 70 mètres de hauteur. À côté, je suis Rikiki. Il y a plus de 500 espèces d'arbres par hectare dans cette forêt. Dans la forêt du Temple, il y en a seulement 15 environ. Oui, mais tu sais, Michel, cette forêt, elle est beaucoup moins vieille qu'en Malaisie. Oui, elle est moins vieille qu'en Malaisie, mais regarde par exemple cet arbre, c'est un hêtre. Il hante nos forêts depuis 2 millions d'années, au gré des modifications du climat. Oui, mais Michel, toutes les forêts du monde ne se ressemblent pas. Alors, toutes les forêts du monde ne se ressemblent pas, bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une forêt puisse s'installer quelque part, il faut qu'un minimum de conditions soient réunies. Il lui faut au moins 50 mm d'eau par an. Il faut au moins qu'elle puisse bénéficier pendant 4 mois durant d'une température supérieure à 10 degrés. Vous voyez? Et alors, bien sûr, il lui faut de la place aussi. Elle dispose d'1 dixième de la planète pour s'installer. Mais, à mon avis, une des forêts les plus méritantes sur le plan climatique se trouve au Canada, et plus précisément au Québec, sur un archipel qui porte un joli nom d'ailleurs. On l'appelle les îles de la Madeleine, cet endroit. Là-bas, non seulement le froid intense, mais aussi le vent et les projections d'eau salée martyrisent la forêt qui n'arrive pas à grandir. Il s'agit d'une forêt rabougrie, mais les Madelinots, les habitants des îles de la Madeleine, y tiennent par-dessus tout, car c'est elle qui, grâce aux racines des épinettes, va faire circuler l'eau de pluie ou de fonte des neiges dans le sol et nourrir la nappe phréatique. Sans leur forêt, les Madelinots n'auraient pas une seule goutte d'eau douce à boire. Ah bah tiens, t'es bien placé. Alors, un petit point rapide. Nous avons parlé de la forêt du Temple. Nous avons parlé d'une forêt équatoriale, d'une forêt boréale. Est-ce qu'il existe d'autres forêts que celle-là? La forêt sèche? Oui, tu sais où elle se trouve? Non. Eh bien, elle se trouve sous les tropiques. Elle forme une ceinture planétaire et on l'appelle Sahel. Dans cet endroit-là, effectivement, la forêt est très sèche. D'abord, elle est clairsemée, il y a très peu de végétation, tout simplement parce que sous les tropiques, il fait très chaud, toute l'année. Il y a du vent, l'eau manque, donc la végétation a bien du mal à se développer. Alors on pensait que ces conditions climatiques étaient, responsables de cette forêt sèche. Et on s'est rendu compte que les hommes s'en mêlaient. Savez-vous comment les hommes s'en mêlaient? Non. Ils mettaient le feu dans cette région. Mais il n'y a pas de pompiers à cet endroit-là?
Non, il n'y a pas de pompiers à cet endroit-là. Et puis les gens, quand ils allument le feu, ils le laissent partir. Il n'y a pas de contrôle. Donc il se répand comme ça sur des surfaces énormes. Alors pourquoi est-ce qu'ils mettent le feu d'après vous? Eh bien parce que au Sahel, c'est pas du tout ce qui se passe ici dans la forêt d'Orient. C'est-à-dire que la décomposition organique n'existe pas, ou quasiment pas. Donc les hommes accélèrent le processus de décomposition. Alors ils mettent le feu. Alors le résultat de ça, c'est quoi? Ce sont des cendres. Dans les cendres, il y a des sels minéraux. Et les sels minéraux sont utiles à la végétation. Derrière, ça repousse tout vert, par exemple. Mais ils le font depuis tellement longtemps, eh bien qu'aujourd'hui, il y a quasiment saturation de sels minéraux à la surface du sol. Et finalement, ce processus devient beaucoup plus nuisible qu'utile à la végétation. Comme chaque année, les hommes mettent le feu au Sahel, petit à petit, qu'est-ce que fait le Sahel? Il se ratatine. Et un beau jour, à l'emplacement du Sahel, on aura vraiment un désert. Et donc le feu est dangereux pour la forêt. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Le feu est dangereux pour la forêt, mais curieusement, il ne l'est pas toujours pour la biodiversité. La nature a des ressources. Sur l'île de la Réunion, un petit bout de terre française perdu au beau milieu de l'océan Indien, la forêt, au pied du piton de la Fournaise, est parfois victime du feu de la terre. Quand la coulée de lave atteint la forêt, on entend presque les arbres crier. L'agonie ne dure pas longtemps. Quand le volcan se calme, à la place de la forêt, il ne reste plus qu'un immense tapis de lave encore chaude. Quelques mois après, la lave se part de lichens, puis de fougères, puis arrivent les premières plantes à fleurs, et au bout de quelques années, la forêt a repris ses droits. On est comme le loup, on sort du bois. Ça te fait peur, Frédéric? Quoi? Ça te fait peur? Non. Tout à l'heure, j'avais Un jour, vous aurez des loups. Hein. Ils arrivent, ils arrivent. Un jour, on sera mort. Je me rappelle plus. Vous savez qu'en général, les feux, lorsqu'ils sont naturels, eh bien, sont rarement dangereux à long terme pour la nature. Alors, deuxième exemple, la forêt amazonienne a déjà brûlé plusieurs fois dans son existence. Eh bien, ces incendies qui déchiraient la forêt amazonienne séparaient des animaux d'une même espèce. C'est un exemple. Ce qui fait que des groupes d'animaux de la même espèce évoluaient au fil du temps, séparés l'un de l'autre. Eh bien ça, c'était suffisant pour déclencher des différences. Et on pense aujourd'hui que ces incendies qui ont frappé la forêt amazonienne il y a quelques milliers d'années, eh bien, sont aussi à l'origine de la diversité animale et végétale de la forêt amazonienne. Mais là aussi, les histoires, quelquefois, se terminent mal. Ce sont les hommes qui s'en mêlent. Et à partir de maintenant, les incendies dans la forêt amazonienne sont très dangereux pour la vie. À Belize, petit État d'Amérique centrale, pour libérer le terrain au profit des élevages extensifs, voilà comment les hommes opèrent. Ils abattent les arbres à grands coups de tronçonneuse, ou pire encore, ils les enchaînent et les arrachent avec un bulldozer. Les racines sont ensuite pulvérisées par de gros engins. Les conséquences de ces actions sont irrémédiables. Le sol mis à nu sera en quelques années lessivé par les pluies torrentielles. Très vite, il deviendra stérile et il faudra défricher davantage. C'est un cercle infernal. Or, ces forêts denses et humides, à l'échelle planétaire, jouent un rôle considérable, entre autres dans la distribution des pluies. À ce rythme, à chaque seconde, un hectare de forêt équatoriale disparaît. Ah, ces paysages de Champagne quand même, ces vastes plaines sont pour moi exotiques. Et puis ces lambeaux de forêt, ces petites forêts, ces bosquets, eh bien, évoquent des îles au milieu de l'océan. Où allons-nous de ce bon pas? En fait, je t'emmène à la forêt de Saint-Flavie, où la forêt a brûlé cet été. Et dont le paysage, tu vas voir, est vraiment affreux. Oh, dis donc, en effet.
Quel spectacle! Ça vous rappelle rien? Ce que je viens de raconter sur Belize. Ici, les hommes ne sont pas intervenus. C'est l'ouragan de 1999, du mois de décembre 99, qui a couché tous ces pins. C'est l'ouragan qui les a empilés les uns sur les autres. Et puis la sécheresse de cet été a fini le travail. Il suffisait d'une étincelle pour que ça s'embrase. Ben voilà le résultat. Même les racines ont brûlé. Et attention de ne pas tomber sur les picots là, parce que ça durcit le bois. Qu'est-ce qui va repousser après cet incendie là? Mais dans un premier temps, on va avoir de l'engrais naturel, si on peut dire, avec le charbon qui s'est déposé, donc les graminées, des espèces annuelles. Et puis, les feuillus vont rejeter ceux qui n'ont pas brûlé entièrement, dont les racines sont restées intactes, vont donc rejeter. Et on en voit d'ailleurs par endroits des signes dès à présent. Par contre, les résineux, eux, ont vraiment pris un grand coup là. Oui, et puis en plus, les résineux n'ont pas la faculté de repousser de leur souche, de rejeter. Donc, eux ne se reproduiront que par les graines. Et combien de temps mettra la forêt pour se reconstituer? Alors, déjà, ça sera une impression de vert normalement à la fin du printemps prochain. Mais ensuite, progressivement, il faudra 5 à 10 ans pour qu'on ait 2-3 mètres de hauteur avec les espèces qui vont repousser. Et après, la forêt, c'est après 20 ans, quoi, quand même. Si vous aviez un conseil à donner aux propriétaires, qu'est-ce que vous leur diriez? Ce que nous faisons à l'Office des forêts, c'est que nous attendons dans ces secteurs-là, après avoir nettoyé, bien entendu, que la nature s'exprime, que les feuillus, notamment, repartent, et ensuite on leur donne un petit coup de main pour qu'ils puissent se développer naturellement. Où est-ce qu'on est maintenant? Saint-Lié, lieu-dit de Granges-l'Évêque. Au lieu-dit de Granges-l'Évêque. Alors là, l'incendie semble beaucoup plus ancien. Il date de quelle époque? Le 22 mars 2003. Ouais, c'était la fin de l'hiver, là. Ouais. La végétation était sèche quand même, et depuis, ça a bien repris. Regardez comme c'est beau. On se croirait dans un jardin. Avancez un peu. Comme ça fait quand même maintenant quelques mois, et que ça s'est produit au mois de mars, la pluie est arrivée derrière, et puis vous voyez, la végétation est repartie. On est quasiment comme dans un jardin, là, regardez. Vous voyez ces jolies couleurs, là? Et bien ça, ce sont des feuilles de cornouiller. Les cornouillers sont repartis. Ils mesurent déjà 1 mètre de haut. Il y a des ronces. Alors ça, les ronces, alors ça, vraiment comme plomb de pionnière, il n'y a pas mieux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, des graminées, une belle graminée. Donc ça, c'est bon signe quand les graminées s'installent. Ça veut dire qu'après, la colonisation est très rapide au niveau du sol. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a du noisetier, regardez. Vous voyez? Alors, il y a même, regardez là, tout près, des pommiers sauvages. Des porte-greffes presque. On va les laisser grandir un petit peu. En tout cas, ce qui est bien ici, en quelque sorte, c'est que ces pins se sont affalés aussi à cause, encore une fois, de cette fameuse tempête de 1999. Tous n'ont pas brûlé, ce qui fait qu'ils enferment la végétation qui repousse, comme à l'intérieur d'une cage. Ce qui fait que les chevreuils, par exemple, ont du mal à venir jusqu'ici pour casser la croûte, pour manger. Ce qui fait que ces petits arbres-là ont probablement beaucoup plus de chances de s'élever, de grandir. Parce que si les chevreuils viennent et si ils mangent l'arbrisseau, la repousse,
oh, et ben là, tu peux être sûr que c'est fini pour lui, quoi. Il restera nain, quoi, pratiquement. Hein, et puis il n'arrivera plus à se développer. Allez, on y va? Dites, c'est quand même une bonne nouvelle de constater qu'un jardin est en train de naître sur des cendres, même s'il s'agit de cendres de forêt. J'ai 2 autres bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, eh bien, malgré les incendies, la forêt française s'étend de 25 000 hectares par an, et ce, depuis au moins 15 ans. L'autre bonne nouvelle, c'est que même aux États-Unis, depuis peu, la surface de reboisement est supérieure à la surface de déforestation. Alors, petite question quand même. Je me promène dans le coin, je vois sortir de la fumée du bois, qu'est-ce que je fais? On appelle. Les pompiers. On appelle les pompiers. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je sais Je sais pas. pas. Vous savez pas? Alors, heureusement, René nous attend un peu plus loin. Il va nous conduire au centre de commandement. Et là-bas, on va nous apprendre tout ça. « 18 les pompiers, bonjour. Où ça? Sur Aix-en-Othe alors. Ouais. Votre numéro de téléphone? Oui. D'accord, donc c'est un feu de chaume et le broussailles. C'est plutôt des broussailles. C'est grand? Il y a beaucoup de broussailles qui brûlent déjà? D'accord. Bon, moi je fais partir l'escorte tout de suite, monsieur. Au revoir. Lieutenant, l'alerte vient d'être donnée là, pour un feu de broussailles, mais cet été, c'était un feu beaucoup plus vaste que celui-là, celui de Mailly-le-Camp. Tout à fait. On a été confronté à un feu d'une violence qu'on n'a pas l'habitude de voir sous nos latitudes, puisque le feu a atteint une superficie qui dépassait les 400 hectares, ce qui s'apparente beaucoup plus à ce qu'on a l'habitude de voir dans le sud de la France, avec tous les feux dont on entend parler tous les ans. Quelle était la nature des moyens engagés pour faire face au feu? On a eu au plus fort de la bataille jusqu'à 170 hommes qui étaient sur le terrain, avec plus d'une quarantaine de véhicules, ce qui représente pour chez nous un volume en véhicules et en personnel spécialisé dans les feux de forêt qui est très important. On s'est également beaucoup appuyé sur les agriculteurs qui nous ont apporté des moyens en eau, en amenant et en mettant à notre disposition les citernes qu'ils avaient pour nourrir leur bétail, pour alimenter pour arroser les champs. On entend dire, lorsqu'il y a des feux énormes comme celui de Mailly-le-Camp, que le feu génère son propre vent. Quel est le phénomène? C'est un phénomène météorologique relativement connu, qui est lié donc à la différence de température qui réside entre le sol, le sinistre, donc le foyer en lui-même, et l'air. À l'intérieur d'un sinistre, on a des températures qui dépassent les 1000 degrés. La température de l'air, en règle générale, est entre 30, 40, 50 degrés maximum. Et la température du sol est également à ces niveaux de température. Et donc, en fait, c'est cette différence de température qui crée une sorte de tourbillon. Et ces tourbillons donc, créent leur propre vent. Et on se retrouve, alors que, si on reprend le cas de Mailly, où on avait, au moment des feux, des vents qui ne dépassaient pas les 15-20 km/h, qui sont des vents habituels chez nous, on s'est retrouvé donc, avec des pointes qui dépassaient les 100 km/h. Et on se retrouve beaucoup plus dans des phénomènes de vent qu'on retrouve dans le sud de la France, entre autres avec le Mistral. Stop! Bien. Mais écoutez, vous êtes déjà au moins des pompiers en herbe. Je vais vous laisser continuer votre apprentissage. Peut-être qu'un jour, vous aurez à faire face à un feu comme celui de Mailly-le-Camp. En tout cas, moi, je vais vous abandonner, je vais aller me promener dans la forêt. Mais juste avant, il y a une surprise qui vous attend. Regardez.